parler de... Donc je vais vous parler au nom d'un très gros groupe de gens, en fait, parce que je vais vous parler des résultats d'un projet ANR que j'ai animé ces dernières années. Et donc je vais parler de tout ce qu'on a fait, mais je vais essayer de parler de... Est-ce que mieux comprendre, donc sur des temps peut-être un peu moins longs que ceux dont a parlé Rodolphe, comprendre l'évolution des traits des espèces permet de mieux comprendre ce qui risque de se passer dans le cas des changements futurs qui vont se dérouler avec effectivement un timing assez différent. Donc ça c'est juste pour vous donner une brève idée. Donc ce projet était financé par un programme ANR qui s'appelait 6e Extinction et a impliqué 5 unités différentes, donc 2 qui sont 2 unités du LABEX qui sont l'ISEM et le CEF, mais aussi des unités à Grenoble comme le LECA, le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris et l'École Normale Supérieure. Donc le contexte de ce projet, c'était qu'effectivement, donc suite au scénario de réchauffement, de changement climatique, un certain nombre de scénarios de biodiversité qui ont été développés, qui utilisent ces scénarios climatiques comme entrée et qui prédisent des évolutions potentielles de la diversité, donc en prédisant des extinctions ou de la persistance des espèces. Donc par exemple, ici, à l'horizon 2050, donc c'est des scénarios qui datent déjà d'une dizaine d'années, mais qui prédisaient effectivement une perte en nombre d'espèces, en diversité, assez fort à l'échelle de l'Europe. Puis il y avait d'autres papiers qui ont beaucoup marqué les esprits, comme celui de Chris Thomas, qui en utilisant le même type de modèle, prédisait jusqu'à 60% des espèces éteintes en Europe à l'horizon 2050. Donc tous ces scénarios de changement de biodiversité étaient basés sur un type de modélisation qu'on appelle des modèles de niche, qui considèrent les conditions climatiques où on trouve une espèce à l'heure actuelle, en définissant un ensemble de conditions climatiques où l'espèce est capable de prospérer, de croître, et en projetant ces conditions climatiques dans le futur, prédisent dans quelle zone cette espèce va se retrouver, et si la taille de l'aire prédite est trop petite, on prédit l'extinction de l'espèce. Donc ces modèles de scénarios de biodiversité se sont beaucoup raffinés en 10 ans. Néanmoins, une des grosses limites de ces modèles-là, c'est qu'ils ignorent complètement le fait qu'une espèce, ce n'est pas une entité génétiquement homogène. Une espèce contient des individus avec des capacités de tolérance au climat potentiellement variées, et ces traits qui déterminent l'adaptation au climat sont capables d'évoluer. Donc c'est une première critique qui a été faite une des critiques qui a été faite contre ce scénario, c'est qu'ils ignorent tout changement évolutif. Et en fait, ils sont basés sur une idée qui est assez importante en évolution en écologie, qui est l'idée du conservatisme de niche. Et donc là, il y a un ensemble de données et aussi de modèles théoriques qui prédisent qu'effectivement, les traits qui déterminent la niche écologique d'une espèce, c'est-à-dire les traits qui déterminent où est-ce qu'une espèce est capable d'avoir des populations qui croissent et prospèrent, et où cette espèce n'est pas capable de maintenir des populations viables, ces traits-là évoluent plus lentement que les autres traits et sont plus difficiles à faire évoluer. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise approximation de supposer que ces limites de niche vont rester inchangées à ces échelles de temps relativement courtes d'une cinquantaine d'années. Donc la question qu'on voulait poser, nous, c'était est-ce que en ignorant ces phénomènes d'évolution, est-ce qu'on fait quelque chose qui est une bonne approximation au final? Est-ce qu'au contraire, on sous-estime on surestime les extinctions en ne prenant pas en compte les capacités d'adaptation des espèces et leur capacité à évoluer des niches écologiques différentes? Ou est-ce qu'au contraire, en ne prenant pas en compte la diversité génétique et les phénomènes d'évolution, on sous-estime les extinctions futures en ne prenant pas en compte ces phénomènes d'évolution? Donc, je vais vous parler de différents aspects qui ont été traités dans le projet. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qui explique la persistance d'une espèce sous différents climats présents, futurs, passés, ou différents climats au sein de son aire de répartition. Donc, ce qui peut permettre de persister dans un contexte d'environnement changeant, c'est soit des phénomènes de migration qui permettent de se déplacer effectivement dans l'espace et d'aller
retrouver des conditions climatiques favorables dans un autre point que celles où elles se sont dégradées. Des phénomènes de plasticité phénotypique qui décrivent la capacité d'ajuster ces traits en fonction de l'environnement dans lequel on est, même pour un seul individu, et donc de s'adapter à des conditions climatiques différentes. Des changements génétiques qui décrivent des changements de fréquence de gènes dans les populations qui leur permettent également de s'adapter à des conditions climatiques différentes. Donc ces ensemble de mécanismes d'adaptation interagissent ensemble et déterminent la démographie d'une espèce dans une localité et donc déterminent dans quelles conditions écologiques ou climatiques une espèce peut prospérer ou s'éteindre, ce qui délimite les limites de la niche ou les limites de l'aire de répartition de l'espèce. Et l'ensemble de ces caractéristiques va être modelé par l'histoire évolutive des espèces. Donc je vous parlais d'un premier travail qu'on a fait qui s'intéressait à comment est-ce que les phénomènes de plasticité phénotypique pourraient effectivement aider à des phénomènes d'expansion de niche ou pas sous des scénarios de changement climatique. Donc pour ça, on s'est intéressé donc il faut d'abord essayer d'identifier des traits écologiques qui effectivement ont un rôle majeur dans la détermination de la niche ou de l'aire de répartition des espèces. Donc un de ces traits, qui a été travaillé par notamment nombreux chercheurs ici à Montpellier, notamment Isabelle Schwinn, c'est la phénologie. Donc la phénologie, qu'est-ce que ça décrit ? Ça décrit les dates d'occurrence d'événements majeurs dans le cycle de vie d'organismes saisonniers, comme par exemple chez des arbres, la date d'ouverture des bourgeons. Et la date de ces événements est un déterminant majeur de l'aire de répartition des espèces d'arbres notamment et de leur niche, parce qu'elle détermine la sensibilité à des événements climatiques majeurs comme le gel ou la sécheresse, et donc permettre de boucler ou pas, dans de bonnes conditions, le cycle de vie annuel de certaines espèces. Et ces traits de phénologie, on sait que c'est des traits extrêmement plastiques qui répondent notamment à la température. Donc, par exemple, ici, vous avez des séquences qui montrent la date de débourrement d'arbres en fonction de l'année, observée en noir et prédite à l'aide de modèles de phénologie qui effectivement prédit ces dates en fonction de la température de l'année. Donc Isabelle a développé depuis quelques années, elle va vous en parler cet après-midi aussi, un modèle qui s'appelle Phénophyte, donc moi je vais en parler très brièvement, qui modélise la niche fondamentale d'espèces d'arbres à l'aide d'un modèle fondé sur des processus. Donc l'idée c'est qu'on prend comme variable d'entrée le climat local journalier, qui va déterminer les traits phénologiques, donc différentes dates d'événements majeurs dans le cycle vie des arbres, et également va déterminer des traits de résistance comme la résistance au gel. Et l'ensemble de ces traits va impacter à la fois la reproduction et la probabilité de survie d'un arbre, qui, combinés, vont permettre de construire une mesure de valeur sélective de cet arbre, donc de prédire dans quelles conditions climatiques, ou quel régime de climat, telle ou telle espèce ou telle population peut persister. Donc, ça simule la valeur sélective moyenne d'un arbre moyen, adulte, et ce modèle a été validé pour 15 espèces d'arbres d'Amérique du Nord et d'Europe, où on arrive bien à prédire effectivement la répartition des arbres, uniquement fondée sur ces processus, donc en oubliant plein d'autres choses, mais on arrive à grande échelle à avoir une assez bonne idée de leur distribution, juste à cause de ces contraintes d'ajustement de la phénologie au climat. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est un exercice un petit peu théorique et artificiel, mais pour comprendre dans quelle mesure cette plasticité, donc cet ajustement des traits de phénologie par le climat local était important pour comprendre la persistance des arbres sous différents climats, on a fait un exercice assez théorique de dire, supposons que ces traits phénologiques, ils ne sont pas déterminés par le climat, mais ils sont fixés. On va les fixer à leur moyenne observée à l'échelle de toute l'aire de répartition et de certaines périodes de temps. Donc on suppose que ces traits ne varient plus d'une année sur l'autre à cause de la plasticité phénotypique, et on regarde les conséquences sur la niche et la répartition des espèces. Donc c'est un travail qui a été fait, initié pendant le master d'Alexis Rutschmann et pendant le postdoc d'Annie Butier au CEF.
Alors, on a fait cet exercice pour 3 espèces d'arbres, le hêtre, le chêne, le pin sylvestre. Et donc, ce que vous montrent ces cartes, c'est un contraste de valeurs sélectives entre ce que prédit le modèle lorsqu'on laisse la phénologie être une fonction plastique des températures que les arbres ont effectivement vécues dans chaque localité, et un modèle faux, mais qui est une espèce d'abstraction, qui est quelle serait la valeur sélective de ces arbres si jamais ils avaient toujours la même date de débourrement, la même phénologie toutes les années, quelle que soit leur localité. Et donc en rouge, vous voyez des zones où enlever la plasticité phénotypique a des conséquences négatives pour la valeur sélective des arbres, donc des endroits où la plasticité phénotypique telle qu'elle s'exprime actuellement à la variabilité phénotypique que génère la plasticité a des effets bénéfiques. Et en bleu, c'est des zones où on prédit que enlever la plasticité phénotypique, au contraire, permettrait de relâcher des contraintes sur le cycle de vie des arbres et permettrait d'avoir, enfin, si les arbres pouvaient avoir une phénologie constante dans ces environnements, ils auraient une meilleure valeur sélective que si leur phénologie variait en fonction du climat qu'ils expérimentent effectivement. Donc ça, c'est sous un scénario, le scénario 1 de changement climatique, à l'horizon moyenné entre 2080 et 2100. Donc on voit que effectivement sous ces scénarios de réchauffement, pour ces 2 espèces, on a globalement à l'échelle de l'air un effet plutôt positif de la plasticité phénotypique. Donc la plasticité phénotypique permet d'augmenter la niche et de persister dans plus de zones que si on l'enlève. Mais pour cette espèce, en fait, la plasticité phénotypique est une contrainte à l'heure actuelle qui va aggraver les conséquences du changement climatique pour les pins. Alors le mécanisme précis, c'est que ces pins sont des espèces adaptées à des climats froids et ils ont besoin d'un certain niveau de froid pour lever la dormance des bourgeons. Et sous des scénarios de réchauffement climatique, ce niveau de froid n'est pas atteint, ce qui fait que le débourrement est trop tardif et ce qui explique, ce qui prédit le retrait de l'espèce des zones sud de l'Europe. Ce qui est aussi intéressant à voir rapidement sur ces cartes, c'est que même pour une même espèce où globalement la plasticité phénotypique a un effet positif, cet effet n'est pas positif dans toute l'aire de répartition. Donc il y a notamment dans les zones froides, on voit que la plasticité phénotypique, donc la sensibilité de ces traits de phénologie à la température, au contraire explique les limites de répartition de l'espèce et les aggrave potentiellement sous scénario de changement climatique, comme ici dans les Alpes ou à très haute latitude. Donc un autre aspect qu'on a étudié au sein du projet, c'est les interactions entre migration et changement génétique et leur impact sur l'évolution de la niche et de l'aire de répartition. Donc l'idée classique, c'est que pour faire une caricature de ce qui se passe, c'est que dans un climat qui change, une espèce a le choix entre migrer pour suivre le climat auquel elle est adaptée dans l'espace, ou rester sur place et changer génétiquement pour s'adapter à un climat plus favorable. Donc ça, c'est en particulier, l'alternative se pose comme dans les cas où en particulier on voit que la plasticité phénotypique ne va pas aider à persister dans un endroit où le climat a changé, comme ce qu'on révèle potentiellement dans certains endroits pour certaines espèces par l'étude précédente. Donc juste pour vous illustrer quel genre de problématiques des espèces à très grande aire de répartition des problématiques auxquelles elles font face sous un scénario de changement climatique. Ça, c'est l'exemple qu'on n'a pas étudié particulièrement dans le projet, mais dont on s'est inspiré pas mal pour faire des exercices de modélisation, d'un épicéa en Amérique du Nord qui a une répartition en latitude le long de la côte ouest très très longue, et donc qui pousse sous des climats très variés. Et donc quand on prend des graines sur des arbres prélevés à différentes latitudes, qu'on les fait pousser en jardin commun, qu'on observe la date d'arrêt de croissance, donc à la fin de l'été, des arbres qui sont issus de ces graines provenant de différentes latitudes, on voit qu'on a un très beau clean phénotypique, c'est-à-dire que les arbres originaires de climats froids arrêtent leur croissance plus tôt
que les arbres originaires de climats chauds, donc même quand ils sont dans les mêmes conditions climatiques, génétiquement, les arbres issus de climats chauds ont tendance à arrêter leur croissance plus tard. Et donc, ça veut dire qu'il y a une différenciation génétique dans ce trait de phénologie entre en fonction du climat d'origine des arbres, et donc qui reflète probablement des pressions de sélection liées au climat local, qui favorisent effectivement un arrêt précoce de la croissance là où l'hiver arrive tôt et un arrêt tardif de la croissance là où l'hiver arrive tard. Et donc, si on prend des scénarios de changement climatique qui prédisent une augmentation de effectivement 3 degrés en une centaine d'années, ça veut dire que pour rester adapté au climat local, il faudrait que dans chaque localité, la date d'arrêt de croissance soit retardée entre 40 et 65 jours en une seule génération d'arbres, parce que ces arbres-là ont un temps de génération moyen d'une centaine d'années. C'est un changement phénotypique énorme pour aussi peu de temps. Donc, ce qu'on voit, c'est que avec on peut dire que ça, c'est probablement imaginez que ça, c'est la date optimale d'arrêt de croissance. Donc, c'est ce que la sélection voudrait faire. Et si on a un changement climatique, en fait, cette date optimale d'arrêt de croissance, cette valeur de trait optimale, va être déplacée dans l'espace. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, va être déplacée vers le haut. Et donc ça, un certain nombre de modèles théoriques, déjà depuis les années 90, sont intéressés à modéliser l'évolution et la migration d'une population qui s'adapte comme ça à un gradient climatique qui se déplace au cours du temps. Donc l'idée, c'est qu'on a donc là par exemple, vous avez la latitude, donc j'ai remis le nord ici, le sud ici. Vous avez le phénotype optimum qui diminue avec la latitude. Vous pouvez imaginer qu'à cause des flux de gènes, le phénotype réalisé, le clean est plus aplati que le phénotype optimal. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le réchauffement climatique, si vous venez plus tard, vous allez retrouver le même clean, mais décalé, qui avance au cours du temps dans l'espace. Et donc ces modèles, qui modélisent à la fois l'évolution de la densité, de la valeur sélective, de la valeur de trait dans l'espace et dans le temps, prédisent qu'on va avoir une vague d'avance avec la distribution de la densité de population qui va se déplacer au cours du temps pour suivre le climat, mais avec un décalage qui fait que, comme les capacités de migration ne sont pas immenses, et les capacités d'adaptation non plus, on va avoir un retard qui fait que le pic de densité de la population est derrière l'endroit où la valeur sélective est maximale pour l'espèce. Donc en fait, ce que ces modèles prédisent, donc c'est des modèles mathématiques qui prédisent ça. Donc on va avoir un déplacement à la fois des valeurs phénotypiques dans l'espace et de la densité. Mais ce que ces modèles prédisent, c'est que les espaces peuvent, dans un climat changeant comme ça, soit s'éteindre parce qu'elles n'arrivent pas à se déplacer assez vite ou à s'adapter assez vite, soit persister, et si elles persistent, elles se déplacent à la même vitesse que le climat. Donc on prédit un déplacement des aires de répartition à la même vitesse que le climat. Et en fait, ce que ces modèles prédisent, c'est du conservatisme de niche. Parce que les limites de température extrême, maximale et minimale où on trouve l'espèce sont les mêmes. Juste on a bien d'évolution dans ce modèle, puisqu'on a de la diversité génétique, on a adaptation le long de ce gradient environnemental. Mais en fait, le résultat qui est privilégié par l'évolution globalement de la population, c'est que chaque population change de fréquence génétique, mais à l'échelle de l'espèce entière, on a les mêmes limites de la niche, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas l'espèce au-delà de certaines températures. Donc ça, c'est intéressant parce que ces modèles évolutifs prédisent que finalement les modèles de niche qu'on utilise ne font pas une hypothèse aussi fausse. Donc nous, on a modifié un petit peu ce modèle parce que tous ces modèles étaient construits un peu pour des espèces animales où il y a une seule phase de dispersion et où c'est les individus qui dispersent d'une localité à l'autre. Or, chez les plantes, et notamment chez les arbres, qui nous intéressaient, on a deux modes de dispersion des gènes, en tout cas. On a la dispersion des graines, effectivement, mais on a la dispersion du pollen. Et à travers une revue qu'on a faite, on peut voir que les distances de dispersion maximale du pollen sont plusieurs ordres de grandeur supérieures aux distances de dispersion maximale des graines. Et donc on a essayé d'introduire, donc avec Robin Aguilé, Gaël Raoul et François Grousset,
un effet de dispersion du pollen dans ces modèles, tout en modélisant effectivement les interactions complexes entre l'évolution génétique des populations et l'évolution de leur démographie. Et ce qu'on trouve, c'est que quand on rajoute de la distance du pollen, on a une prédiction très différente de ces modèles, c'est-à-dire qu'on trouve cette fois-ci que la dispersion du pollen ralentit le déplacement d'aires de répartition dans l'espace, mais qu'en compensation, ce qu'on observe dans nos modèles, c'est que les espèces donc bougent dans l'espace moins vite que prédit par le climat, mais elles évoluent des limites de niche différentes et elles s'adaptent à des climats plus chauds. Donc on a cette fois-ci l'autre voie d'adaptation au changement climatique qui est observée dans ces modèles en introduisant un autre mode de dispersion des gènes dans l'espace à travers le pollen. Du coup, ça je vais passer. Donc je vais vous parler d'une dernière partie où moi j'étais moins impliquée directement, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses, notamment à Grenoble, qui est de se demander, du coup, on voit bien comment ces traits-là vont déterminer sur un pas de temps court la microévolution de la niche. Donc on a déjà vu que, effectivement, en modifiant les patrons de flux gènes, la plasticité, on pouvait avoir des expansions ou des rétractations de la niche. Et est-ce que comprendre l'histoire évolutive de ces espèces permet de mieux comprendre ces contraintes et quelles espèces vont effectivement être les plus sensibles au changement climatique dans le futur? Donc ça c'est un exemple qui a été travaillé au muséum, donc qui s'est intéressé à un groupe, les groupes de formes malgaches, avec à peu près 200 taxa, qui sont répartis sur des climats à l'échelle de l'île extrêmement différents, depuis des climats tropicaux jusqu'à des climats très arides avec éventuellement des incursions dans des climats assez froids. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reconstitué une phylogénie effectivement du groupe des euphores malgaches. Et une fois qu'on a reconstruit cette phylogénie, en regardant la répartition actuelle de toutes ces espèces, donc en reconstituant leur niche climatique actuelle, ils ont inféré la niche climatique avec des modèles d'évolution de la niche le long de la phylogénie. Ils ont essayé d'inférer l'état de la niche aux différents nœuds de la phylogénie. Donc c'est ce qui est représenté ici. Vous avez ici, vous avez plus l'axe de temps ici, mais vous avez la température annuelle moyenne qui caractérise la répartition des espèces et son évolution pour différents taxons. Donc les couleurs correspondent, par contre le vert, vous voyez, c'est celui-là. Donc au sein de la diversification de cette niche caractérisée par la température moyenne annuelle au cours du temps, le long de la phylogénie. Donc ce qu'on voit là-dessus, c'est que donc globalement, il y a eu beaucoup d'évolution de la niche climatique à l'échelle de cet ensemble de taxons en 10-15 millions d'années, depuis la radiation du genre sur Madagascar. Du genre de la famille, que certaines espèces, comme appartenant au groupe vert, se sont adaptées à des climats très froids, enfin beaucoup plus froids que les autres. Et par contre, il y a d'autres groupes, comme le groupe rose ici, un ensemble de taxons, où il y en a une évolution, une très faible diversification de la niche climatique. Donc on a une forte hétérogénéité de la vitesse d'évolution de la niche climatique au sein même d'un seul groupe d'espèces. Et donc, globalement, au sein de tout le projet, on a bossé sur pas mal d'exemples comme ça. On a essayé d'identifier quels étaient les traits majeurs qui permettaient des innovations, de coloniser des nouveaux climats ou d'avoir des changements de niche qu'on peut détecter. Donc, par exemple, chez les euphorbes, on a vu que l'apparition de traits de succulence a effectivement été déterminant pour comprendre la colonisation de climats plus extrêmes, à la fois en aridité et en termes de froid. Chez les Androsacées, on a vu que l'invention chez les formes alpines de formes de croissance en coussin a été déterminant pour la radiation dans les climats froids. Chez le lacadendron, par exemple, la capacité pour les adultes de repousser après le feu a permis aussi de coloniser des climats extrêmes que les espèces qui n'ont pas ces capacités ne colonisent moins souvent, donc avec à la fois plus de gel ou plus de sécheresse en été. Et chez ce groupe de Notera, on a l'autofécondation est associée à évoluer en association avec des climats plus arides. Donc ça, c'est juste deux. Donc il y a plein de gens qui contribuent à ces études-là. J'ai juste mis 2 doctorants qui ont mené respectivement les études sur le lacadendron et sur les Androsacées. Et donc à l'issue de cet ensemble de cas d'études, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'on peut identifier, on a plein de traits particuliers qui expliquent cette diversification de la niche, est-ce qu'on peut identifier des indicateurs généraux
de l'évolvabilité ou du degré de l'habilité, enfin, on ne dit pas ça en français, enfin, l'évolvabilité de la niche sur des temps relativement longs. Donc pour ça, Florian Boucher a entrepris la tâche assez ambitieuse de réunir plein de phylogénies sur en fait 125 clades de plantes et de vertébrés extrêmement divers, donc incluant des poissons, des oiseaux, des mammifères, différents types de plantes. Et donc il a compilé toutes ces phylogénies, il a fait le même exercice un petit peu que je vous ai montré, c'est-à-dire d'utiliser des données de répartition sur toutes ces espèces pour modéliser la niche de toutes ces espèces, et d'essayer d'inférer, alors ça ce que représente ces graphiques-là, donc on a une donnée pour les poissons, je vais prendre plutôt les autres, une donnée de température et une donnée de précipitation qui caractérise la niche des différentes espèces actuelles, et on essaye donc c'est un modèle d'évolution de cette niche qui suppose qu'il y a une combinaison de variables climatiques optimales pour les espèces, et que les espèces évoluent autour de ces pics, et puis de temps en temps il y a un shift d'un pic à l'autre. Donc chacun de ces pics est caractérisé par une couleur différente, et donc on essaie de mesurer le degré de l'habité de la niche par le nombre de fois qu'on a fait des transitions majeures entre ces pics de niche différents. Donc ça c'est pour différents exemples. Donc, vous voyez, par exemple chez ces singes-là, il y a eu finalement 2 pics majeurs où il y a eu quelques transitions, là il y a eu plein de transitions, là plus aussi. Donc, on a cherché les indicateurs généraux de est-ce que les espèces tropicales changeaient moins souvent de niche que les autres, etc. On n'a rien trouvé. Donc ça, c'était assez décevant. Par contre, pour moi, l'intérêt principal de ce travail, c'est qu'en fait, on a quand même quantifié un peu proprement cette idée de conservatisme de niche. Et ce qu'on trouve, que je trouve quand même assez intéressant, c'est que, en fait, si on poule tous ces clades, on s'aperçoit que des changements significatifs de la niche sont apparus pour à peu près 10% des événements de spéciation. Donc ça veut dire quand il y a un événement de spéciation, en prenant toutes ces espèces-là, une fois sur 10, on a un changement significatif de la niche. 9 fois sur 10, on reste avec une niche assez proche de celle de l'ancêtre. Donc ça peut être vu de différentes manières. On peut voir ça comme un signal que le conservatisme de niche, finalement, c'est une hypothèse qui n'est pas si mauvaise que ça, parce que 9 fois sur 10, on a des chances de ne pas se planter en le faisant. On peut aussi considérer qu'un événement qui se passe 10% des fois, ce n'est pas un événement rare, c'est un événement relativement assez fréquent. Donc, dernière chose que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, est-ce qu'on s'en fiche? Voilà, peut-être que les espèces ont évolué vite ou pas dans le passé, mais ça ne dit rien sur le changement climatique actuel ou futur. Donc, est-ce que cette histoire évolutive, elle laisse un signal en termes de comment les espèces peuvent tolérer les changements climatiques actuels? Donc, l'idée, c'est que vous voyez qu'en fait, on a identifié des clades, des groupes de taxons qui diversifiaient leur niche écologique peu, et d'autres qui diversifiaient leur niche écologique rapidement, donc sur des échelles quand même assez longues. Et donc, l'idée d'une partie du projet, c'était de savoir est-ce qu'il y a un lien avec la démographie actuelle de ces espèces? Est-ce que les espèces qui évoluent vite, elles ont plutôt tendance, dans les données contemporaines, à montrer des augmentations en nombre, ou des expansions de leur aire de répartition ou de leur population? Est-ce que les espèces qui évoluent lentement dans le passé sont les espèces qui sont plus en déclin actuellement? Donc ça, c'est un projet, il y avait pas mal de gens impliqués, notamment Wilfried Thuillier, Sébastien Lavergne du LECA, où ils ont testé cette idée sur l'ensemble d'oiseaux d'Europe, de l'Ouest. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de combiner des données sur la phylogénie de tous les oiseaux d'Europe, de l'Ouest, des données de niche sur leur niche bioclimatique, la niche d'habitat et la niche trophique, avec des données de prédicteurs de vie et des données sur les tendances démographiques, donc en utilisant 2 périodes de recensement et en faisant des classes où on classait en fonction de ces recensements les espèces en déclin, stable ou en augmentation. Donc ce qu'on voit, c'est que déjà, effectivement, les espèces en déclin ne sont pas réparties de manière aléatoire le long de la phylogénie. Il y a un signal phylogénétique associé à ça, donc elles sont plutôt groupées dans la phylogénie. Et de manière plus intéressante, ce qu'on voit, c'est que ici, vous avez la proportion d'espèces en déclin dans une famille en fonction de la vitesse d'évolution de la niche dans cette famille, pour les niches climatiques, les niches d'habitat et les niches trophiques. Et on voit que les espèces qui, dans le passé, ont eu une diversification plus lente de la niche, contiennent une plus forte proportion d'espèces en déclin. Alors, pour conclure, on voit que des modèles un peu fondés sur les processus, les mécanismes d'adaptation au climat,
peuvent nous permettre de mieux comprendre les défis adaptatifs engendrés par le changement climatique, ou mieux comprendre en quoi le massif phénotypique peut aider ces populations ou pas, et dans quelles conditions. On voit que migrer ou s'adapter ne sont pas forcément deux alternatives au changement climatique, les deux vont se produire en même temps, et que prendre en compte de nouveaux phénomènes biologiques comme par exemple la migration du pollen, mais peut-être aussi d'autres choses qui n'ont pas été incorporées dans ces modèles, permet de voir que la solution de simplement migrer et ne pas changer les limites de niche n'est pas forcément une règle générale, même si c'est visiblement le cas de pas mal d'espèces. Donc là, la dernière conclusion, c'est effectivement que la dispersion du pollen des graines a des effets distincts sur cette course contre un climat changeant. Donc ça, je n'ai pas trop montré, mais en fait, globalement, ce que le projet montre aussi, c'est que le changement climatique pourrait agir comme un filtre sur la biodiversité en sélectionnant les espèces qui ont, au sens large, un potentiel adaptatif fort, que ce soit en termes de migration, mais aussi en termes de variabilité génétique ou en termes de démographie. On voit une très très forte hétérogénéité des vitesses d'évolution de la niche climatique dans différents groupes et au sein des groupes dans le passé, qu'on n'arrive pas bien à expliquer pour l'instant. Mais on voit de manière troublante, en tout cas sur un exemple, que la vitesse d'évolution dans le passé est quand même liée au changement démographique actuel. Alors, cette recherche, effectivement, a permis d'avancer sur pas mal de points, mais ouvre presque autant de questions que celles qu'on avait au départ. Donc, on n'a pas réussi vraiment à identifier. Alors, on voulait identifier des indicateurs des capacités d'évolution ou de pensée adaptative des espèces. On en a prédit à l'aide de nos études sur la microévolution, mais en termes de macroévolution, en fait, en tout cas de lien entre les deux, c'est pas vraiment évident d'en identifier, notamment parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes traits qui sont mesurés à ces différentes échelles de temps. On ne sait pas très bien si cette tendance au déclin des espèces qui ont évolué lentement dans le passé, c'est lié au fait qu'elles évoluent lentement, ou est-ce que c'est lié à une troisième caractéristique, comme par exemple un degré de spécialisation fort, qui rendrait les espèces plus sensibles à des pressions actuelles. Ce qu'on voit ressortir quand même, malgré cette absence d'indicateurs à très très large échelle taxonomique, c'est que dans pas mal d'exemples qu'on a travaillé plus finement, en fait, les traits qui augmentent la robustesse démographique des populations sont aussi ceux qui permettent l'évolution de la niche. C'est-à-dire que ces traits comme l'autofécondation, la capacité à survivre après le feu, sont des traits qui globalement correspondent à des traits qui permettent à être moins sensibles peut-être à certains aléas climatiques et démographiques. Mais malgré tout, on trouve un fort degré de contingence dans ces caractéristiques qui expliquent ou pas la capacité de la niche à évoluer et donc à tolérer le changement climatique. Voilà.